Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 5 de ce Tour d'Italie. Et bien l'étape numéro 5 parce que j'ai dit deux fois l'étape numéro 6 dans le TikTok et dans le short que j'ai tourné. Ça c'était l'émotion après la première victoire de la saison de la Cofidis, parce qu'on va pas faire de grand suspense sur le vainqueur de cette étape, c'est Benjamin Thomas. Désolé si je viens de vous spoiler, mais bon, je considère que quand vous cliquez quand même sur mes débriefs, normalement c'est quand même que vous avez vu une partie de l'étape. Et de toute manière, je vais vous spoiler encore dans 10 minutes quand je vais vous faire le résumé de la journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu aujourd'hui, ce que vous avez pensé de la stratégie dans le dernier kilomètre d'un certain Benjamin Thomas. Également, on en reparlera. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font, vraiment. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, TikTok, les shorts juste après l'arrivée à 17h, le débrief tous les soirs 21h, la présentation de l'étape tous les matins à 7h. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement une notification, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Et je remercie les gens qui font l'effort également de cliquer rapidement sur les notifications. On regarde tout de suite le résumé de cette étape numéro 5. Étape numéro 5 qui commençait par un crash. C'est les accidents qui vont nous émailler un petit peu cette journée. Accident de Andresson qui est tombé dans le départ fictif. Ce n'était pas une grosse chute. Ensuite, eh bien, on a eu une première attaque au bout de 4 km. Alors une première attaque qui était avec 3 coureurs, Kosciu, Aski, Baïs, et un contre avec Tarozzi et Geschke. Ce contre qui mettra un petit peu de temps à revenir sur les 3 hommes de tête qui ne seront en fait plus que 2, parce que Kosciu, quelques kilomètres après, se fera reprendre par le peloton et donc l'échappée sera une échappée de 4 au bout d'une dizaine de kilomètres. Ça va se mettre en place. Contre de Woods, le coureur de la Cofidis, 140 km de l'arrivée pendant 1 km. C'est pas trop ce qu'il a voulu faire encore, ça fait 2 étapes quand même qui nous fait la même chose. Alors cette échappée qui n'aura jamais vraiment la chance de croire à la victoire, vu qu'elle n'aura jamais plus de 2 minutes 10, 2 minutes 20 d'avance sur le peloton. On arrive au Passo del Brocco et à ce moment-là, Alpecin décide d'augmenter le rythme pour déjà faire lâcher des sprinters, car Cadengrove passe quand même plutôt bien les bosses. Je rappelle, c'est quand même un mec qui l'année dernière avait remporté 2 étapes sur le Tour de Catalogne. C'était Catalogne ou Pays Basque? La dyslexie est de retour. C'était Pays Basque. Je ne sais plus, mais en Espagne, voilà, sur une course World Tour en Espagne. Du côté de Jakobsen, et tout de suite les effets se font sentir du rythme de Alpecin. Jakobsen est lâché avec des équipiers, il va mettre énormément de temps avant de revenir dans le peloton comme lors des dernières journées. Merlier va se retrouver également en difficulté, lâché comme Caleb Ewan. Ça sera à 117 km de l'arrivée. Au sommet de ce Passo del Brocco, c'est Geschke qui passe en tête devant Baïs, sauf que cette échappée est quasiment reprise au sommet. Ça sera à 111 km de l'arrivée. Gaviria et Van Merlier feront leur retour alors que Adrien Petit abandonne. Le Français est malade et ne peut plus continuer la course. Au bout de 2 heures d'étape, le rythme est quand même de 40,7 km par heure. C'est-à-dire qu'on est parti vraiment sur les chapeaux de roue. On poursuit à 79 km de l'arrivée avec une grosse chute, notamment Christophe Laporte qui va tomber. Beaucoup de coureurs vont réussir à l'éviter. En fait, sa main va s'échapper du cintre. Du guidon. Quand il va vouloir reprendre le guidon, ça sera trop tard. Il sera à terre à cause notamment d'une bosse, mais aussi d'un petit moment de déconcentration. C'est juste avant le sprint intermédiaire remporté par Cadengrove devant Olaf Koy et Jonathan Milan. Et encore une fois, toujours la Alpecin en tête de peloton à ce moment-là qui impose un gros tempo. 1 km après,
Alors que tout le monde est en train de récupérer légèrement après ce sprint intermédiaire, et bien grosse attaque à 78 km de l'arrivée. Nous avons Benjamin Thomas avec 3 autres coureurs qui vont suivre, Paleni, Valgren et Pietro Boon. Ces 4 hommes qui vont obtenir assez rapidement l'écart maximum avec le peloton, c'est-à-dire 1 minute 20, 1 minute 25, ça sera à 74 km de l'arrivée, et on se dit que c'est peut-être le bon coup parce que tout le monde semble déjà un petit peu émoussé physiquement. On se dit, bah vu ce que la Alpecin a fait dans la montée, peut-être que pas grand monde va collaborer avec cette formation, à part peut-être la Lidl Trek, et que toutes les autres équipes ne voudront pas rouler avec la formation Alpecin de Koenig. À 56 km de l'arrivée, l'Inter Giro, c'est Pietro Boon qui passe en tête du côté du peloton. C'est Caden Grove qui s'impose devant Plancart, Bayer, parce que Grove va réussir à mettre ses équipiers derrière lui. 35 km de l'arrivée, gros crash dans le peloton, ça sera l'avant-dernier de la journée avec notamment Pickrell, Lonardi, également Piganzoli du côté de la Polticometa et Alan Rioux. Et là, bah, crash dû à un problème d'organisation, hein, je suis désolé, mais vous avez un terre-plein central avec des panneaux et bah, pas de protection sur ces panneaux, pas de signaleur également à cet endroit-là de la course. Donc pour moi, il y a une grosse erreur de la part de l'organisateur à cet endroit-là parce que ça manquait vraiment de protection, et dans le peloton, bah, ces coureurs-là qui étaient plutôt dans la deuxième partie du peloton bah, n'ont pas pu éviter ce terre-plein central, et Pickrell qui va frapper un des panneaux avec la tête. Donc il est reparti, mais il faudra voir quand même demain s'il n'y aura pas des conséquences et des abandons avec cette chute-là. Sprint bonification, c'est Benjamin Thomas qui l'emporte. C'était 1 km après, je crois me souvenir. À 25 km 900, dernière chute de la journée avec Attila Walter et Mouloubram. Vous avez également Tobias Fox, Woods, également Reisberg, l'Israélien. Ces coureurs-là qui vont aller à terre. Walter est tombé assez fortement. Il a entraîné avec lui Mouloubram qui est parti un petit peu dans l'herbe, qui étaient donc les deux coureurs les plus sérieusement touchés, avec Woods également qui était un petit peu groggy. À 24 km de l'arrivée, l'écart est encore de 1 minute 02. Nous arrivons à Camioré. Nous arrivons surtout au deuxième classement de la montagne, c'est Valgren qui va passer en tête, mais toujours avec une belle collaboration pour les 4 hommes de tête qui vont en fait garder leur avance. Ils ne vont quasiment rien perdre jusqu'à l'arrivée. On arrive dans le dernier kilomètre alors que Pietro Boon ne passe plus de relais depuis quasiment la dernière montée de 4e catégorie, donc depuis une vingtaine de kilomètres. Eh bien, il décide d'attaquer alors qu'on vient juste de passer la flamme rouge. Il va prendre un petit peu d'avance. Derrière, ça se regarde. On se dit, est-ce que c'est le bon coup? Est-ce qu'il va y arriver? Notre ami Pietro Boon? Eh bien non. Enzo Paleni va faire l'effort. Il va être ensuite contré par Valgren. À ce moment-là, Benjamin Thomas est toujours dans la roue du Danois et va réussir à le déposer dans le dernier sprint pour cette étape. Eh bien, on regarde tout de suite les différents sondages avant d'avoir la note de cette étape, comme vous l'attendez tous les soirs avec impatience. Donc cette étape 5 du côté des sondages, je vous avais posé 2 questions. La première question, c'était est-ce que Jonathan Milan peut remporter son deuxième maillot cyclamen? Vous m'avez mis oui à 88%, non à 12%. On m'a quand même dit dans les commentaires, je trouvais que c'était intéressant, est-ce qu'il ira... est-ce qu'il ne se concentrera pas plus sur les victoires d'étape que sur le maillot cyclamen, comme l'année dernière il avait remporté le maillot cyclamen mais qu'il avait remporté qu'une seule étape? Au final, est-ce que c'est pas plutôt son objectif d'aller remporter des étapes? Bon, on voit que pour le moment il est en tête de ce maillot, et puis c'est pas incompatible de jouer les étapes et en même temps le maillot cyclamen. C'est juste que c'est vrai que sur les sprints intermédiaires, vous prenez moins de pain vu que vous concentrez vraiment sur les arrivées. Et puis qui va remporter cette 5e étape? Eh bien, vous étiez d'accord avec moi pour la majorité au niveau d'un sprint. Jonathan Milan 41%, Tim Merlier 28%, Dainese 3%, Andresen 4%, un autre choix 24%. Et bien, c'était un autre choix avec cette arrivée en échappée avec ces costauds, ces solides qui ont réussi à s'imposer.
On passe tout de suite à la note de l'étape. La note de l'étape, eh bien j'ai mis un 17 sur 20. Pourquoi j'ai mis un 17 sur 20? C'est pas un côté chauvin. J'aurais adoré moi que Pietro Bon s'impose parce que je me disais c'était le coup tactique du siècle. C'était pas beau à voir, mais c'était le coup tactique du siècle et c'était intelligent. Et on y reviendra. Mais parce que pour moi il y a du suspense dans cette étape, dans le final. Parce que à un moment je me dis à 2 km de l'arrivée, putain 20 secondes, il va pas falloir se regarder. Je me disais, ça va peut-être être pas facile. On a aussi un beau dernier kilomètre très stratégique. Parce qu'au final, Benjamin Thomas, il s'impose parce qu'il a été bon en termes de stratégie aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il s'impose dans le dernier kilomètre. Et puis, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'on roule aussi fort dans la montée. Je me disais, bon, au bout de deux sprints, voilà, qu'on allait avoir une étape plutôt pépère. Et puis, bon, le rythme de Alpecin qui, au final, s'est fait contrer aujourd'hui. Mais je m'attendais vraiment pas à ça aujourd'hui sur cette étape. Donc j'ai bien aimé cette journée, du gros suspense jusqu'à la fin. J'étais tenu en haleine, donc c'est pour ça que j'ai mis un beau 17 sur 20. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Bilan des Bleus, bah, le vainqueur du jour, Benjamin Thomas, en top. C'est beau, hein, un pistard pour le jour de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille et en France. Je trouve qu'il y a une symbolique qui est très forte, surtout qu'on sait que ça va être l'objectif de Benjamin Thomas. Première victoire de la Cofidis cette saison. Elle fait du bien parce qu'elle arrive plus d'un mois après le précédent record qui était le 7 avril. On est le 8 mai. Donc c'est pour vous dire que là on l'attendait vraiment parce que je pense qu'il y a peu d'équipes qui ont mis autant de temps à s'imposer sur une étape. On ne s'attendait pas à ce que Cofidis vraiment ait des résultats sur ce Tour d'Italie. Enfin, quand je vous avais présenté l'équipe au départ, je ne m'attendais pas à des gros résultats. Bah, il s'impose au bout de 5 jours de course. La dernière victoire, c'était Victor l'a fait. Dernière victoire de la Cofidis sur le Giro. Ça remonte à pas si longtemps au final. Et que Benjamin Thomas, bah, il a été très fort aujourd'hui. C'est déjà lui qui lance le coup à 78 km de l'arrivée. C'est le premier à faire l'attaque. C'est le premier à tenter ce contre. Donc prime aux audacieux, on va dire, aujourd'hui. Et puis surtout du côté de Benjamin Thomas, bah, c'est quand même un coureur qui galère depuis 1 an et demi. Il avait fait une énorme saison 2022 et puis 2023 il passe complètement à travers. Il y a des chutes. Voilà, il n'arrive pas à confirmer en 2023. Début de saison 2024, je crois que je l'ai mis en flop 1 ou 2 fois. Il était assez transparent et moi j'étais un petit peu inquiet. Je me disais, bon, est-ce que c'est la préparation pour les Jeux Olympiques qui fait qu'il a du mal à être en forme parce que c'est vrai que les Jeux Olympiques c'est un objectif pour Benjamin Thomas. Il veut aller remporter des médailles, voire un titre de champion olympique. Donc c'est vrai que c'est un vrai objectif de carrière. Et je me dis, bon, peut-être qu'il a un peu délaissé la route cette année. Mais j'étais un petit peu inquiet. Voilà, pour la carrière route de Benjamin Thomas en me disant, bon, bah, ça fait depuis quelques temps que ça ne performe pas. Comme on était inquiet avec la Cofidis parce que bah, il n'y avait pas de résultats et notamment il y a une vidéo qui est toujours en attente, c'est le Trobron-Léon, bah, elle sera en ligne demain, le Trobron-Léon, j'espère demain ou vendredi. Elle est enregistrée, elle est montée, hein, vous inquiétez pas, elle a été montée. Il reste plus qu'à uploader. Ou peut-être que j'aurai le temps de la mettre en ligne ce soir pour demain. Mais où je mets en flop la Cofidis sur cette course-là en avant-première. Et je dis, bon, bah voilà, c'est une équipe qui est un petit peu en difficulté en ce moment et ça se passe pas bien. Et c'est pas que Cédric Vasseur-Lacaux, je pensais aussi les coureurs. Et là, Benjamin Thomas, aujourd'hui, il est audacieux, il a été offensif et surtout, ça va au bout. Et ce qui fait plaisir, c'est de retrouver un Benjamin Thomas voilà, performant parce que ça fait depuis longtemps qu'il était parfois dans des échappées mais ça allait pas au bout puis c'était pas toujours le dernier à être pris Benjamin Thomas et puis il était passé tellement proche à Carcassonne là, il se fait reprendre dans le dernier kilomètre mais il avait fait un numéro ce jour-là que bah oui là ça va enfin au bout et ouais content très content pour Benjamin Thomas parce que ouais, c'est un super coureur c'est un coureur qui fait de la piste, qui a des super résultats sur la piste, hein, parce que je sais que la piste ça fait pas vraiment beaucoup d'audience, mais il faut dire quand même les résultats qu'a Benjamin Thomas dans cet exercice-là. Et puis parce que c'est un coureur qui n'hésite pas à se mettre au service d'un Brian Cocard aussi. Et puis je suis content. De toute manière, j'aurais été content pour les 4. Parce que Pietro Bon, ça aurait été quand même un super coup tactique.
Palini, c'est un jeune coureur et c'est un profil en plus rouleur, donc c'est pas forcément facile de s'imposer pour des profils comme ça. Et puis Valgren, parce que quand on se souvient d'où il vient, Valgren, il y a quelques temps, avec ses problèmes de bassin, on se dit putain, mais il revient d'outre-tombe, hein, vraiment Valgren. J'aurais été content pour les quatre. Et Benjamin Thomas, je me dis qu'il y a une symbolique avec les jeux qui est aussi assez marrante aujourd'hui. Et puis on espère qu'il aura le même résultat sur la piste. Notamment, il doit faire l'Omnium, Benjamin Thomas. Et on espère qu'il y aura le titre olympique pour lui parce qu'il le mériterait. Il enchaîne quand même les titres de champion du monde. C'est un coureur qui est toujours présent, qui parfois a quand même soutenu cette équipe de France de piste, donc ça ferait du bien. Voilà, du côté de Benjamin Thomas. Il fera peut-être aussi l'américaine. Je ne sais pas quel est son programme sur la piste, mais je pense qu'il fera l'américaine, Benjamin Thomas, parce que là aussi, il y a l'envie d'un titre pour Benjamin Thomas, parce qu'il est pas, de la médaille, parce qu'ils ne sont pas passés loin souvent avec Morgan Niecki, notamment le coureur de Van Rysel, ancien coureur de Van Rysel, de Roubaix Métropole. Deuxième coureur top, bien entendu, Palini. Parce que ça reste un jeune coureur, Enzo Palini, ça reste son premier grand tour. Voilà, il a bien tenté le coup. Lui, il n'a pas sauté les relais. Donc il a tenté d'aller jusqu'au bout. On sentait que sur la fin, il n'y avait plus beaucoup d'essence dans le moteur. Le coup de pédale commençait à être compliqué. Mais encore une fois, c'est un coureur qui a 21 ans. Pur produit, encore une fois, de la Continentale de la Groupama. Faut le dire, ça fait des bons résultats. Mais lui, il avait peut-être un petit peu plus de mal à obtenir des résultats vraiment probants, Enzo Palini, et même à être très présent en tant qu'équipier, parce que vous savez que des fois les équipiers n'ont pas forcément des résultats, mais j'avais pas l'impression qu'il avait un gros impact sur la course quand il était équipier, et puis en tant que rouleur, forcément tu as des grosses machines devant lui, même en France, Kevin Vauquelin est meilleur, donc c'est compliqué pour son profil de coureur de réussir à se montrer et de réussir à avoir une carrière où tu arrives à avoir des contrats pendant toute ta carrière. Parfois, c'est pas évident dans ce genre de cas. Et je me disais que Palini, ça serait bien un moment qu'il se montre. J'attendais pas grand-chose sur ce Giro de lui, à part qu'il fasse un gros travail d'équipier pour Laurens Pitti, notamment pour aller parfois reprendre les échappées. Mais là, il a fait l'échappée et il s'en sort bien. Alors oui, il finit quatrième, certains diront, il finit quatrième sur une échappée de 4. Oui, mais il s'est fait avoir par la jeunesse. Parce qu'encore une fois, Benjamin Thomas, il gère très bien le dernier kilomètre. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé pour Benjamin Thomas, on va en parler maintenant. Mais Benjamin Thomas, il a été très intelligent dans le dernier kilomètre parce que vous avez le petit Pietro Bonne qui accélère, qui décide de lâcher tout le monde, Pietro Bonne, et alors qu'il n'a pas passé de relais. Et Benjamin Thomas ne suit pas. On aurait pu se dire Benjamin Thomas suive ou Valgren. Et en fait, les deux ont joué à l'intox. Et là, je me suis dit à ce moment-là, faut qu'il y en a un qui. Soit il y en a un qui craque, soit. Alors que la mouche est de retour. Soit il faut qu'il y ait Palini qui se sacrifie. Et je me dis, il joue peut-être sur le fait que Palini est plus jeune et qu'il va paniquer. Et c'est ce qui est arrivé. Palini manque d'expérience. Il se dit, peut-être ma première victoire en World Tour s'échappe. Donc il décide de rouler. Valgren ensuite est dans la route de Palini. Là, je me dis, Benjamin Thomas, mais il est dans la position idéale. Je me dis ça à 800 mètres. Je me fais ce film-là à 800 mètres. Je me dis, faut pas qu'il suive. Quand Pietro Bonne accélère, je me suis fait le film avant que ça se passe. Je me suis dit, faut pas qu'il accélère Benjamin Thomas parce qu'il va se faire niquer. Et il faut qu'il attende que Palini craque parce que je me suis dit, c'est le plus jeune, Palini va craquer. Il a craqué. Là, j'ai eu du flair, pour une fois. Et derrière, il est dans la route de Valgren. Et Valgren, quand il a son sprint, Benjamin Thomas, il profite de l'aspiration et il le contre. Mais c'est l'intelligence de placement, l'intelligence tactique aujourd'hui de la part de Benjamin Thomas. Et Palini, a fait preuve un petit peu d'inexpérience. Mais c'était pour moi la première fois qu'il se retrouvait dans une situation de gagne, également chez les professionnels. Donc ça peut se comprendre. On passe, il n'y a pas de coureur correct aujourd'hui. Je peux juste vous dire que Romain Bardet et Ben O'Connor n'ont pas perdu de temps sur cette étape. Donc ça, et Alex Baudin non plus, du côté du maillot blanc. Pour moi, il y a deux bonnets d'âne aujourd'hui. Alors déjà, Adrien Petit, son abandon. C'est compliqué pour Intermarché avec la perte de leur leader Binyam Girmay. Adrien Petit, c'est quand même difficile depuis quelques temps. Il a fait une saison 2023 qui était déjà
où il était nulle part. 2024, c'est pas beaucoup mieux. Et surtout, je trouve que c'était sur le Tour de la Communauté de Valence où il avait fait des erreurs au niveau du timing sur le lancement des sprints, où c'était du grand n'importe quoi. Ça fait depuis 2 ans que c'est compliqué. L'année dernière, c'était une saison blanche avec beaucoup de soucis. 2022, c'était un peu mieux, notamment avec un grand Paris-Roubaix, une belle 6ème place. Il y avait aussi le Grand Prix de Denain, la Anvers-Port-Épic où il avait pris une 5ème place. C'est-à-dire quand on lui avait donné les clés du camion, il avait réussi à s'en saisir. Il avait fait quand même un gros travail d'équipier aussi. Là, je trouve que ça fait depuis 2 ans où son travail d'équipier se voit moins. Donc c'est un peu dommageable. Et là, à l'abandon au bout de 5 jours de course, c'est toujours dommageable. Surtout qu'il a abandonné à Roubaix, il a abandonné au Tour des Flandres. Beaucoup d'abandons quand même depuis le début de saison. Je suis en train de voir abandon sur le Tour de la région de Murcie, abandon sur le Grand Prix de Denain, abandon sur la Corsaille Classique, abandon sur Gand, abandon sur le Tour des Flandres, abandon également sur Paris-Nice. Donc ça fait beaucoup là d'abandon sur une saison. Maintenant il va falloir voir quel va être le nouveau programme d'Adrien Petit. Est-ce qu'il sera sur le Tour de France avec Guermeil pour tenter d'aider Guermeil? Alors heureusement pour lui, c'est qu'il a un contrat jusqu'en 2025. C'est-à-dire qu'il avait pris un contrat de 4 ans. Heureusement qu'il a un contrat long, Adrien Petit, parce que sinon il s'est retrouvé un petit peu plus en difficulté. Mais bon, il va falloir quand même obtenir des résultats parce que l'année prochaine, là il va sur ses 34, donc c'est-à-dire que l'année prochaine, en fin de saison, il aura 35. À 35 ans, s'il n'y a pas de résultat, ça commence à être la case retour chez les amateurs ou fin de carrière, hein, du côté d'Adrien Petit. Et puis deuxième, c'est Christophe Laporte. C'est dommage parce qu'on sentait qu'hier ça allait mieux pour Christophe Laporte. J'avais dit, il fait un gros job pour placer son sprinter. Il avait été vraiment très bon. Et puis là, une chute. Et c'est une chute qui est un peu de sa faute quand même parce que inattention à ce moment-là à 500 mètres d'un sprint intermédiaire alors que tu dois être à 60 à l'heure. C'est un moment où il faut être concentré. Tu peux pas être un peu en détente à ce moment-là. Là, il est la main en haut des cocottes et il y a un trou sur la route au niveau juste avant un dos d'âne et il décolle complètement et là il peut rien faire. Et bon, s'il avait été plus attentif, s'il regardait pas derrière lui à ce moment-là, eh bien peut-être qu'il aurait évité la chute. Mais c'est sûr que c'est dommage pour Laporte, surtout qu'il a été bien râpé de partout. C'est pas une année facile non plus pour Christophe Laporte. Après sa grippe intestinale, il est passé à côté de nombreux objectifs sur la première partie de saison. Là il se disait, peut-être sur le Giro je vais me refaire. Il tombe. C'est une chute qui aura peut-être des conséquences pendant 3-4 jours. Peut-être jusqu'à la journée de repos. Donc il va falloir s'accrocher pour Christophe Laporte. Et puis forcément une blessure comme ça, il est râpé de partout. Cette nuit avec les draps ça va être compliqué, hein. Dans le lit ça va vous blesser de partout, ça va vous réveiller pendant toute la nuit. Ça c'est de l'énergie qui va vous manquer ensuite en 3e semaine quand il faudra cravacher pour finir son tour d'Italie ou pour aider un leader. Donc c'est sûr que c'est pas l'idéal pour le coureur de la Visma The Bike. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs top, je mets Valgren. Parce que, alors déjà, comme l'a dit Benjamin Thomas en interview, c'est à deux, grosso modo, qu'ils ont eu l'idée et ils se sont dit, tu veux te faire plaisir, allez, on part en échappée. Et moi, j'aime bien ce côté-là parce que c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins dans le peloton, mais des accords entre coureurs d'équipes différentes. C'est pas parce que vous êtes adversaire que vous pouvez pas avoir des objectifs communs. C'est ce qu'oublient peut-être certains managers dans certains cas. En se disant, tiens, tu m'aides sur cette étape avec tes équipiers, moi j'ai plus trop de monde, tu m'aides sur cette étape-là et je t'en redevrai une sur une étape d'après. C'est quelque chose qu'on voit plus vraiment dans le peloton, alors que ça se voyait quand même assez régulièrement il y a 25-30 ans. Et ça se voit encore pour des échappées, ce côté-là. Et moi j'aime bien parce que oui, vous êtes certes adversaires, mais vous pouvez avoir des objectifs en commun. Donc déjà, je suis content de ce côté-là pour Michael Valgren. Deuxièmement, je suis content parce que Valgren, il revient de tellement loin. C'est quand même un coureur qui a eu une saison 2022
où il se fait une énorme fracture du bassin sur la route d'Occitanie à 2 semaines de faire le Tour de France au Danemark. Donc déjà une énorme blessure. Deuxièmement, avant, la seule chance d'une vie d'avoir un Tour de France qui part chez lui. Donc vous voyez quand même le double drame dans cette situation-là pour Valgren. Année 2023 où il est dans la réserve, parce que fracture énorme du bassin, quoi. Et c'était une fracture où il a mis, je sais plus, 4 mois. Enfin, ça avait été super long, parce que c'était une fracture très complexe à remettre en place. Et puis là, je me dis, bon, bah déjà de le revoir en World Tour, c'est bien, en 2024. Je me dis, bon, bah déjà, il a réussi un premier truc. Le voir en capacité d'obtenir des résultats, ce qu'il fait depuis le début de saison, bah, je trouve ça super. Il est hyper visible. Et tu sens que c'est comme les mecs qui ne sont pas passés loin de passer proche de la mort. Tu vois, il y a une sensation où il a envie de courir, voilà, un peu comme un cadet. Et ça fait plaisir à voir. Alors aujourd'hui, il fait deuxième, et c'est déjà un bon résultat. Deuxième pour un coureur comme Valgren. Alors oui, il n'y a pas la victoire au bout, mais bon, c'est une deuxième place. Il a fait huitième à travers la Flandre. Voilà, je m'en souviens, où il avait été très présent dans le final. Et puis il a surtout de l'énergie, quoi. Même en tant qu'équipier, on le voit souvent. Ça fait vraiment plaisir de le voir de nouveau au top. C'est un coureur qui est en fin de contrat, là aussi, Michael Valgren. Ça va peut-être donner envie à EF de le prolonger et à d'autres équipes de le reprendre. Mais voilà, c'est un coureur qui a 32 ans, qui a quand même une Amstel et un Umlout Etniusblatt dans sa carrière. C'est vrai qu'il avait fait une grande année 2018 où il avait enchaîné les résultats. Troisième des championnats du monde en 2021, dans le fameux groupe avec Julien Lafilippe à Gand. Donc non, c'est un coureur qui a eu des bons résultats. C'est vrai que cette blessure l'a un peu freiné en 2022, parce que ça a été très compliqué pour lui. Et puis la reprise en 2023 n'avait pas forcément été évidente. Alors il avait pas mal couru avec EF, mais il n'avait pas eu 150 jours de course, parce qu'il avait repris qu'au mois d'avril au Région Pays de la Loire Tour. Ça, je me souviens même pas qu'il avait repris aussi tard. Et puis bon, ça avait mis du temps avant de retrouver des résultats, mais il avait fait une bonne fin de saison. Et puis voilà, ça fait du bien de le revoir aux avant-postes. Moi j'étais content. Quand je l'ai vu en échappée, comme Benjamin Thomas, là, j'étais content de voir ces deux coureurs-là aux avant-postes. Il a une sœur, alors, qui a été coureuse professionnelle en 2014 dans une équipe qui s'appelait le Team Ridger. Bon, elle avait fini qu'une seule course. Voilà, sa sœur. Donc voilà, qui ne s'appelle pas Valgren, elle s'appelle. Enfin, si, c'est Julie Valgren Andersen. Voilà, il y a un nom derrière, du côté de sa petite sœur, vu qu'il a 32 ans. Coureur qui est passé notamment à la Tinkoff, Astana, NTT aussi, dans sa carrière. Coureur qui est chez EF depuis 2021. Qui avait retrouvé un petit peu des couleurs, parce que c'est vrai que sa période NTT, la deuxième année avait été bonne. Non, ça avait été compliqué même en 2020. Ouais, non, c'est surtout en 2021 qu'il avait retrouvé quelques résultats avant cette blessure en 2022, qui l'avait éloigné des terrains, comme on pourrait dire, pendant quasiment 10 mois. Hein. Ça avait été très long pour Valgren. Deuxième coureur top, le dernier de l'échappée dont j'ai pas parlé, dis donc, Pietrobonne. Parce que c'était bien joué tactiquement. Je suis désolé, mais c'était bien joué tactiquement. C'était le seul qui n'était pas dans une équipe World Tour. Donc déjà, il est dans une équipe de 10e division. Ensuite, fallait qu'il tente le tout pour le tout. De toute manière, Leonardi, on ne savait pas s'il pouvait sprinter, vu sa chute. Fallait qu'il tente le tout pour le tout dans les 20 derniers kilomètres. Je pense qu'on l'a conseillé dans l'oreillette. On lui a dit, prends pas de relais. Prends pas de relais, voilà. T'attends que les autres fassent le travail. Et puis, si ça va au bout, tu tentes un truc. Il tente l'attaque au dernier kilomètre. Ça aurait pu marcher, parce que si Paleni ne se sacrifie pas dans le dernier kilomètre, il va au bout. Hein. Pietrobonne. Paleni décide de se sacrifier à ce moment-là. Mais il a super bien joué le coup, parce qu'il montrait comme aux autres, j'arrive pas à passer de relais. Tu vois, quand on s'en attaque dans le dernier kilomètre, il avait encore les capacités de le faire. Alors oui, c'est pas du beau cyclisme. Oui, certains diraient que ça manque un petit peu de panache, un petit peu tactique, mais ça fait partie du cyclisme d'être bon tactiquement.
d'avoir une bonne stratégie. Moi, ça m'aurait fait marrer qu'il gagne. Parce que je le savais déjà que dans les commentaires, il y avait des mecs qui allaient dire c'est dégueulasse. Mais moi, je préfère des mecs qui courent tactique et qui ont une bonne justesse tactique que des mecs à la Nils Politt qui roulent tout le temps où tu sais qu'ils vont se faire niquer à chaque fois. Ça a tendance à m'énerver. Voilà. Dans le cyclisme, avoir une bonne intelligence de course, ça fait une bonne tactique, ça fait partie des impératifs pour un coureur cycliste professionnel. Là, il a tenté de leur faire un coup tactique. Bon, ça n'a pas marché, mais ça a quand même été une belle étape pour Pietro-Bode. Et surtout, ça fait un petit peu du bien à Polti Cometa, à sa formation, parce que c'est vrai que il y a eu quand même 2 chutes aujourd'hui avec Leonardi et puis Ganzoli, qui sont quand même, je dirais, les 2 leaders de l'équipe. Et puis, c'est une équipe qui anime les échappées. On a vu notamment hier Munoz. Le petit Francisco Munoz, voilà, c'est une équipe qui essaye d'être présente tous les jours dans les échappées. Il y avait eu Baïs également qui avait pris une échappée. Voilà, belle 3e place pour Pietro-Bode aujourd'hui, qui avait pris l'échappée à Turin également lors de la première étape. Il était dans l'échappée avec Calmejane. Ce jour-là, échappé également à Milan. Ouais, je m'en souvenais pas. 248 km d'échappée à Milan. Et échappé également sur Grande Camino. Pour le coureur qui lui aussi est en fin de contrat, dis donc. Coureur qui part souvent dans les échappées, hein, quand vous regardez un petit peu son palmarès. Puis voilà, c'est un coureur qui a 25 ans. C'est un coureur qui a été notamment 8e du trophée au Piva. Je regardais parmi ses résultats. Bon, c'est un petit peu plus compliqué en 2023. Là, il retrouve un petit peu des couleurs en 2024, donc c'est pas mal pour Pietro-Bode, voilà, au niveau des résultats, avec cette belle 3e place sur cette épreuve. Et puis il n'aura peut-être pas d'autres chances dans sa carrière d'aller jouer la gagne. Et voilà, je pense qu'il peut être content de ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a tenté un coup tactique, bon, ça n'a pas marché. C'est comme ça. Il aurait peut-être fallu aussi qu'il casse un petit peu les coudes de temps en temps. Voilà, parce que c'est un grand gabarit, 1m90, c'est vrai que de temps en temps, il mangeait quand même pas mal devant par rapport au coureur qui était devant lui. Voilà, ça aurait peut-être mérité également de ce côté-là de casser un petit peu les coudes, parce que Thomas Valgren et Pietro-Bode, Benjamin Thomas, voilà, il fait 1,79 et Valgren il fait 1,79 aussi. Donc c'était compliqué, et même Palini, il ne doit pas être si grand que ça, Palini. Il fait 1,80 et ils faisaient tous à même taille, disons. Ça marchait bien pour la poursuite par équipe, les gabarits comme ça, quand vous avez 3 têtes qui suivent derrière, ça veut dire que la traînée à héros elle est plus faible. Alors, en poursuite, des fois, on essaie d'avoir des coureurs avec des gabarits similaires. C'est l'avantage de l'Italie avec Ganna et Milan, parce que c'est 2 grands gabarits qui sont assez proches en fait en termes de format. Donc ça, c'est l'idéal pour une équipe de poursuite par équipe. On regarde, tout de suite, le 3e coureur dont je vous parlais, Jonathan Milan. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas fait tant d'efforts que ça. Bon, son équipe a fait des efforts sur la fin parce qu'il a collaboré avec Alpecin. Il s'en sort plutôt bien. Il fait premier du sprint du peloton. Il prend des points d'avance encore sur Caden Groves et sur Tim Merlier aujourd'hui. Voilà, alors oui, il n'y a pas la victoire d'étape, mais pour le maillot cyclamen, c'est une belle opération aujourd'hui. Par rapport à Caden Groves, qui a mis quand même beaucoup d'énergie pour pas grand chose en termes de points. Tim Merlier, qui lui n'a pas mis beaucoup d'énergie, mais qui au final ne joue pas la victoire d'étape non plus, ce qui aurait pu peut-être rectifier la situation. Bon, voilà, Jonathan Milan, il s'en est bien sorti. Bon, son équipe a beaucoup roulé dans le final. On a encore vu que c'est son équipe qui est la mieux structurée dans le final. Parce que malgré le fait que Danouleux ait beaucoup travaillé, il avait encore des équipiers. Et malgré que son équipe a beaucoup travaillé, contrairement à Alpecin où il n'y avait plus personne, lui il y avait encore du monde pour l'emmener. Et puis je trouve que oui, c'est la bonne opération pour le maillot cyclamen. Ça c'est clair et net que en étant 5e aujourd'hui, même s'il a pris peu de points sur les sprints inter, il renforce encore son avance. Donc pour le moment c'est tout bénef pour Jonathan Milan. On verra demain s'il est en capacité de passer Milan. Ça c'est vrai que c'est une question que je ne me suis pas posée. Mais je me la pose maintenant. Est-ce que Milan a en capacité de passer demain ? Peut-être, hein. Parce qu'il passe bien les côtes, hein. Souvenez-vous du Tour de Croatie. Il fait une belle perf ce jour-là. C'était une arrivée avec du gravel en plus. Il faudra voir comment ça va se passer pour Milan demain. Dans l'étape numéro 6. La vraie étape numéro 6. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne.
Les bonnets d'âne, je commence. Ça va pas faire plaisir à quelqu'un dans les commentaires, à l'Alpecin des Conins, parce que oui, hier on m'a reproché de ne pas avoir parlé de Caden Grove, mais comme je dis à chaque fois, je fais des choix éditoriaux. J'aime pas en plus mettre le premier, le deuxième, le troisième. Bon, aujourd'hui j'ai fait ça, donc il va encore plus m'en vouloir, mais c'est vrai que c'est un truc que j'aime pas faire parce que bah, ça, tout le monde est en capacité de le faire. Moi, si vous regardez, c'est qu'il y a une analyse derrière, c'est qu'il y a une plus-value. Si c'est juste dire les trois premiers de la course, la plus-value, elle est moyenne. Tout le monde est capable de regarder le palmarès des trois premiers d'une épreuve. Donc oui, bah on va parler d'Alpecin. Excusez-moi d'en parler que quand ça va mal. Peut-être qu'un jour, quand il fera 2, Caden Grove, bah, je reparlerai de lui en top. Là, c'est en plus Alpecin que je mets en flop et pas Caden Grove, même si il y a quand même un truc qui m'a pas plu du côté de Caden Grove. Il fallait pas faire partir un coup de contre. C'est-à-dire que c'est la grosse erreur de la Alpecin. La grosse erreur de la Alpecin, c'est quand tu roules comme ça et que tu décides de faire un all-in sur une étape. C'est-à-dire vraiment de tout miser sur cette étape-là, de faire le gros tempo. Ils ont commencé leur gros tempo, on était à 120 bornes de l'arrivée, je crois, un truc comme ça. 130 même. Donc ils décident de faire un gros tempo à 130 bornes de l'arrivée. Tu sais très bien qu'il va falloir être solide parce que c'est le genre de situation où il y a un groupe de compte qui peut sortir. Si tu voulais pas qu'un groupe de compte sorte, tu voulais jouer l'étape, fallait pas rouler aussi fort à ce moment-là. Tu décides de rouler aussi fort à ce moment-là. T'élimines quand même énormément de sprinters à ce moment-là aussi. C'est-à-dire que on perd Merlier, on perd Jacobsen, on perd qui d'autre dans l'affaire Caleb Ewan. Tu les mets dans la panade, dans la montée. Bon, ensuite tu calmes le tempo une fois que tu récupères la première échappée. Tu crois vraiment qu'ils vont t'aider derrière ? Je crois que, vraiment, je pense que personne n'a voulu aider Alpecin parce que les mecs, ils se sont mis la misère dans la côte, ils se sont dit, bon, ils ont voulu la jouer comme ça, les mecs, et ben qu'ils se démerdent. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé parce que, dans le final, ils laissent partir un groupe de contre avec 1 minute 20, t'as Benjamin Thomas, Valgren. Faut tout de suite rouler dessus. Tu ne peux pas laisser partir un groupe de contre dans ce genre d'étape. Et au départ, tu as l'impression que ça les emmerde pas trop. Bon, ensuite, ils roulent, mais ils roulent pas à un tempo canon. Donc ça, c'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur stratégique. Fallait absolument pas laisser partir un groupe, surtout quand tu as 4 coureurs, dont Valgren, qui est quand même un coureur talentueux, Thomas, on connaît quand même ses qualités de pistard, Palini, qui est quand même un bon rouleur, mais qui est moins connu, et Pietro Bonne, qui est souvent dans les échappées. Il fallait absolument pas les laisser partir, ces mecs-là. Et puis après, derrière, ça les plante complètement parce que comme ils ont roulé à 130 bornes de l'arrivée, forcément à 25 km de l'arrivée, il n'y a plus personne. Que les autres équipes veulent pas t'aider, bon, à part la Lidl Trek qui a été sympathique, mais bon, Soudal Quickstep, ils voulaient pas rouler. Alors je me dis même jusqu'à quel point la Soudal Quickstep voulait pas rouler avec eux. Est-ce que c'est pas aussi une question de co-sponsor ? Parce qu'on rappelle que Alpecin a De Koninck, que le départ de De Koninck a été fait un petit peu de manière surprenante. Je crois qu'ils n'avaient pas prévenu Soudal. Enfin, qu'ils n'avaient pas prévenu Quickstep, il y a eu un coup de Trafalgar à ce moment-là. Je me dis jusqu'à quel point ça n'a pas été une petite vengeance en se disant ils vont pas gagner sur cette étape-là. Ça aurait pu être peut-être décidé en interne. On peut peut-être penser ce genre de choses. C'est une supposition, encore une fois, un petit peu capillotractée. Mais surtout, il ne voulait pas rouler parce que Merlier s'est retrouvé en difficulté. Voilà. Et je pense qu'il s'est dit démerdez-vous. Démerdez-vous. Vous avez voulu me mettre en difficulté, démerdez-vous maintenant. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Bon, après, ils arrivent à s'en sortir sur la fin, mais c'est vrai que Alpecin de Koninck, ils se sont fait avoir aujourd'hui. Quand tu fais un all-in comme ça, faut surtout pas un groupe de contre. Et le groupe de contre part. C'est une énorme erreur stratégique. Alors on va te dire, ils partent loin de l'arrivée à 78 km. Oui, mais ils sont 4, c'est 2 heures d'effort, 78 km. C'est moins de 2 heures d'effort. Voilà. Et encore une fois, sur les 40 premiers kilomètres, c'est pas gros tempo dans le groupe d'échappés. Parce qu'en plus, ils ont bien managé également leur cas. Et puis bon, du côté de Caden Grove, ses propos à l'arrivée, où il dit ils ont été bien aidés par la moto. Non, faut arrêter. Faut arrêter. On n'est plus en 1995 où oui, les motos avaient un rôle sur l'arrivée des courses. Aujourd'hui, les motos, elles ont souvent un rôle néfaste pour les coureurs, qu'un rôle positif. Et de toute manière, sur les épreuves World Tour, enfin, c'est assez codifié pour les motos. S'il y a une caméra qui est devant, la caméra est devant de l'autre côté. Enfin, ça m'énerve parce que
on devrait critiquer les motos dans les descentes, quand ça va pas assez vite, pardon pour la mouche, mais pour plein de paramètres, alors qu'on critique les motos pour ce genre de choses qui n'impactent pas la course, qui n'a aucun intérêt. Voilà. Ça fait depuis des années qu'il n'y a pas une moto qui a influé de manière positive sur une course. Donc faut arrêter. Faut arrêter avec ça. Faut plutôt s'énerver quand on a la situation de Pogačar l'année dernière dans le col du Jouplan, ou quand on a la situation de certaines motos dans les descentes qui sont beaucoup trop proches. C'est arrivé déjà à plusieurs reprises depuis le début de saison. Là, la moto n'a pas eu d'intérêt. Donc quand il dit c'est la moto qui les a aidés, non. Non, c'est pas la moto. Et ça fait en plus mauvais perdant quand même du côté de Caden Groves. Voilà, ça fait mauvais perdant. Tout le monde l'a critiqué du côté des Français, mais ça fait mauvais perdant. Alors, je peux le comprendre parce qu'encore une fois, il est énervé parce qu'ils sont passés à côté, parce que stratégiquement, ils se sont ratés et voilà, ils sont passés à côté. Mais arrêtons avec le coup des motos ont aidé l'échappée. Non, non, faut arrêter avec ça et ça m'énerve terriblement. Donc voilà, je voulais pas être trop méchant avec Caden Groves et pourtant, je suis quand même à l'arrivée. Deuxième flop du jour, Jakobsen. Bah, je pense que maintenant, on a bien compris qu'il faut tout miser sur Andresen. Hein. Jakobsen, il n'est pas dans le coup. On dirait Cavendish lors du Tour de Turquie, là, qui n'arrivait pas à suivre les meilleurs. Enfin, qui n'arrivait pas à suivre en montagne. Jakobsen, c'est le premier à être lâché. Encore une fois, bon, c'est le gros problème de sprinter, c'est qu'il passe pas un pont d'autoroute, quoi. Et qu'il passe de moins en moins bien les bosses, j'ai l'impression. Parce que sur le Tour d'Espagne, alors oui, il avait gagné des étapes plates, mais je me souvenais pas qu'il y a certaines qui ne devaient pas être toutes plates sur le Tour d'Espagne, quand il est dominateur. Et puis maintenant, il n'est même plus de dominateur sur les sprints. Bon, il a quitté Soudal Quick-Step. Je pense que c'était une bonne chose du côté de la Soudal Quick-Step de ne plus avoir Jakobsen. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi l'année dernière, même ils avaient pris Jakobsen et pas Merlier. Parce que moi, j'aurais pris Merlier sur le Tour de France. Je l'avais dit à plusieurs reprises. Et chez DSM, bah, c'est difficile. Surtout que c'est pas l'équipe qui, ces dernières années, emmène le mieux des sprinters DSM. C'est-à-dire quand on voit l'année dernière avec Welsford sur le Tour de France, c'est super mal emmené, ça se passe pas correctement. Jakobsen, c'est un sprinter de train, il a besoin d'avoir confiance dans ses poissons pilotes. Et là, c'est pas le cas, et de toute manière, bon, bah, il n'arrive pas à s'en sortir. Donc, vu ce qu'arrive à faire Andresen, moi, je mets Andresen leader. Puis on voit ce que ça peut donner. De toute façon, ça peut pas être pire qu'avec Jakobsen. Donc là, Jakobsen, il passe pas une bosse. Enfin, voilà. Je sais même pas comment il va faire quand on va avoir des étapes plus compliquées, parce que là, pour l'instant, on est sur de 2000 mètres de dénivelé positif. Quand on va être sur des vraies étapes de montagne, je sais pas comment il va faire pour rentrer dans les délais. Hein. Parce que c'est encore pire pour moi qu'il y a 2 ans, un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment là très compliqué maintenant pour Jakobsen en montagne. Donc oui, je pense que son Giro va être dur. Je me dis que c'était peut-être pas la meilleure idée du siècle de la part de la DSM d'aller le recruter. Donc voilà, flop du jour, deuxième flop, troisième flop, la Visma. Ouais, je me disais, qu'est-ce qui tombe quand même du côté de la Visma? Il tombe très régulièrement depuis le début. Ouais, c'est quand même énormément de chutes depuis le début de course. On peut même quand même dire depuis le début de saison, du côté de cette structure. C'est même assez surprenant de tomber autant. Parce que là, on peut quand même se poser des questions sur le matériel. Est-ce qu'il n'y a pas des soucis d'adhérence avec ce vélo, avec ce matériel? Parce que là, ça fait quand même plusieurs jours où il y a des chutes. Valter, Laporte. Valter est déjà tombé à 2 reprises. Hier, il n'y avait pas une chute aussi? Je ne sais plus. Il y avait eu Guillermeil. Je retrouve pas non plus, non, j'avais pas dû noter de chute. Mais ouais, ça commence à faire beaucoup. Et surtout, bah, si, il y avait eu Robert Resink le premier jour. Bah, ils ont déjà perdu Robert Resink. Là, Valter, 2 chutes, ça va commencer à être compliqué. Laporte, bah là, il est bien égratigné. J'ai peur pour Kian Uijtdebroek parce qu'il aura besoin, même d'un Christophe Laporte. Parce que sur les étapes de plat, à un moment, tu peux avoir besoin d'être protégé. S'ils se retrouvent et qu'ils sont plus que 5 ou 6, ça va commencer à être dur, quoi. Et Valter, c'est un personnage important parce que comme il n'a plus Robert Resink,
c'est le seul qui peut l'aider en montagne, Walter Uijtebroek. Donc ouais, c'est pas une bonne journée pour la Visma. Je me dis que ouais, ça peut être un Giro compliqué. On n'est pas sur le même Giro que l'année dernière du côté de la Visma. Même si Uijtebroek a le maillot blanc pour le moment, mais Uijtebroek il va avoir besoin d'équipiers. Donc il faut qu'ils arrêtent de se casser la margoulette, comme diraient les jeunes. Et puis je termine avec la Bora, avec Lipovic. Ouais, j'ai du mal à comprendre comment un coureur qui est à 4 minutes au général peut perdre 1 minute aujourd'hui. Alors je ne sais pas s'il y a eu un problème technique, mais j'ai pas l'impression. Il n'a toujours pas été reclassé dans le classement à 19h24. Lipovic, donc je pense qu'il a vraiment perdu 1 minute de manière... de manière... Enfin, c'était son envie de perdre 1 minute aujourd'hui. Je me dis que c'est quand même dommage, parce que quand vous êtes placé au général, hein, il était à 3 minutes. Donc il devait être aux alentours du top 20. Qu'au niveau du classement des jeunes, il n'était pas si loin que ça non plus. Bah, ça le retrouve distancé, alors que pour le moment, on a plutôt l'impression qu'il est en forme. Donc on mise vraiment tout sur Daniel Felipe Martinez. Certes, Martinez est en forme, mais on aurait pu jouer à la fois avec Martinez et à la fois Lipovic. Lipovic, en termes de lieutenant, aurait pu aider Martinez. Bon, on décide que Lipovic perde du temps. Ouais, je suis pas convaincu par ça, parce que c'est dommage. Parce que si Daniel Felipe Martinez il tombe pendant l'étape de demain ou pendant le contre-la-montre, bah, on se retrouve à avoir un mec qui a 4 minutes, qui a perdu donc 1 minute exprès sur cette étape, qui va se retrouver à 4 minutes au général, alors qu'il peut tenir à cadence en montagne, et qui sera à 3 minutes de Uijtebroek, et peut-être qu'en 3e semaine il arrivera à jouer avec Uijtebroek, sauf que bah, il restera à 30 secondes 1 minute, parce qu'il aura perdu cette minute-là auparavant. Je me dis que c'est un petit peu dommageable du côté de l'équipe allemande. Bon, on regarde tout de suite les différents classements. Comme tous les soirs, pour conclure, on fait un débrief des différents classements. Donc le classement de l'étape remporté par Benjamin Thomas devant Valgren Pietrobon Paleni. Le premier sprinter, le premier du sprint du peloton, c'est Milan. Devant Caleb Ewan, belle performance aujourd'hui de l'Australien, et Phil Bauhaus et Tim Merlier. Olaf Koch s'est bien débrouillé 9e de cette étape, malgré le fait qu'il n'avait pas Christophe Laporte dans le final contre Caden Groves. Lui finit 15e, mais il n'y avait plus vraiment d'équipier pour l'aider dans le final, et Lonardi fait quand même 20e alors qu'il était dans la chute aussi. Donc ça, c'est assez fort de la part du coureur italien. Et on s'aperçoit par exemple que Jakobsen n'a pas fini dans le premier peloton. Si on regarde bien, voilà, il fait partie des coureurs qui ont eu du mal. Et parmi les coureurs qui sont tombés et qui ont fini loin, eh bien, bon, Christophe Laporte à 10 minutes avec Attila Walter, Tobias Foss également à 12,48, 13 minutes 50 pour Woods et Pickrell. Et Reisberg finit à 14,37. Donc abandon d'Adrien Petit qu'on avait dit un petit peu en avant, mais il y aura peut-être d'autres coureurs qui seront sur la liste des coureurs qui ont abandonné demain. Du côté du maillot jaune, pas de changement dans les 30 premiers de ce classement quasiment, à part Lipovic qui perd des places. Mais c'est un petit peu plus loin. Pogacar donc en tête devant Geraint Thomas, Daniel Felipe Martinez, Kian Uijtebroek et Rubio. Donc voilà, pas de grands changements. Et Mouloubram également qui a perdu 22 places aujourd'hui. Et Lipovic il devait déjà être plus loin du côté du classement. Walter également a perdu 21 places aujourd'hui suite à sa chute. Du côté du maillot vert, Jonathan Milan augmente son avance avec 134 points désormais. 89 points pour Tim Merlier. Caden Groves à 80 points prend la 3e place. Était déjà 3e hier. Olaf Koch 4. Benjamin Thomas arrive 5e devant Pietrobon et Fiorelli. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous ces classements dans la description de la vidéo. Du côté du maillot de meilleur grimpeur, le maillot bleu, c'est Pogacar qui est en tête devant Calmejean, Martinez, Piccolo et Geraint Thomas. Là, pas de grand changement à part l'arrivée de Simon Geschke dans ce classement, le cours de la Cofidis. Et puis du côté du classement des meilleurs jeunes, c'est Uijtebroek qui est toujours en tête. Là encore, pas de grand changement à part Mouloubram qui descend de 10 positions également dans ce classement, et toujours les mêmes écarts. Et du côté du classement par équipe, c'est Ineos qui est en tête devant Astana, Bora, Decathlon et la Bardiani. Là aussi, pas de changement du côté de ce classement par équipe.
Mais demain et surtout après-demain, avec le contre-la-montre, on devra avoir des grandes modifications. Je précise également que vendredi, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, lors des journées de contre-la-montre, on a cette configuration-là d'écran avec le classement de l'étape, parce que comme je vais parler d'énormément de coureurs dans les contre-la-montre, comme ça c'est plus facile pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, 7h, la présentation de l'étape numéro 6, et cette fois-ci vraiment de l'étape numéro 6. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!